Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Réuel Misra. Bonjour. Bonjour, enchanté. Qui est directeur général délégué, la Maison Convertible. Exactement. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors on va commencer par une séquence David rencontre Goliath où tu vas faire face à une start-up et vous allez pouvoir parler de vos sujets en commun. Ensuite, on fera plutôt ton parcours de dirigeant. Un petit peu, c'est la séquence en coulisses. Et on terminera avec l'interview chrono qui est une série de questions-réponses très rapides. Parfait. C'est parti. Merci de votre invitation. Merci à toi. Et puis passons tout de suite à la séquence David rencontre Goliath. Donc la start-up qui te fait face, c'est Reborn et je suis ravie d'accueillir son cofondateur Adam Achir. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors Reborn, c'est une plateforme de vente de la seconde main, spécialisée justement dans l'ameublement. Alors on connaît maintenant un petit peu en France de toute façon toutes les plateformes de seconde main. Vinted a beaucoup aussi démocratisé ça. Alors vous, pourquoi est-ce que vous êtes lancé spécialement sur ce créneau de l'ameublement ? Ouais. Alors nous, on est vraiment sur un créneau de seconde vie uniquement sur les produits de l'ameublement. Donc on ne touche pas, quand on parle de Vinted, des vêtements ou alors même à l'électroménager, on reste là-dessus. Et pourquoi on est sur ce marché-là ? Parce qu'il y a énormément de problèmes d'invendus, de fin de série, de modèles d'exposition, de retour client abîmés. Et sur le marché du meuble, jusqu'à il y a encore quelques années, ça jetait énormément de produits à la poubelle. La loi AGEC est venue durcir un peu ce phénomène, mais il reste quand même encore pas mal de produits qui sont en super bêta et qui sont vendus 3 francs 6 sous à des déstockeurs ou autres. Et du coup, on est venu comme une alternative au déstockage pour tous ces professionnels de l'ameublement. Et après, c'est assez classique. Voilà, on trouve tout sur une plateforme, une marketplace. Oui, pour faire très simple, on est comme un courtier. Donc, on met en relation un vendeur professionnel qui a des invendus, des modèles d'expo, des retours clients abîmés, avec un particulier, un acheteur qui veut du coup faire une bonne affaire avec un produit qui est toujours en bon état et qui leur a payé moins cher. Et donc forcément, on est pour les deux parties, donc on est vraiment au milieu, on met en relation. Est-ce que tu connaissais Reborn ou pas ? J'en avais entendu parler, et de Reborn et de quelques secteurs, quelques entreprises dans la seconde main, et c'est vrai que c'est un secteur qui est en pleine croissance dans le monde de l'ameublement. On parle de ce secteur comme étant le secteur des années à venir, donc c'est très intéressant. Et je pense qu'on fait des métiers très complémentaires. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais ou pas, tu travailles aussi avec des entreprises ou alors vraiment c'est que de la mise en relation entre particuliers ? Alors je travaille directement avec les entreprises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plus grosse partie du business, c'est les entreprises. On travaille avec, on a des clients, on a une quarantaine de clients en France, des grands noms qui sont d'ailleurs concurrents directs de la Maison Convertible. Et on a même déjà échangé avec la Maison Convertible, donc on les connaît aussi. Et du coup, effectivement, c'est le cœur de notre métier. D'accord, c'est parce que... Et alors, du coup, vous, est-ce que vous pouvez, alors je ne sais pas, puisque tu as parlé effectivement de cette loi AGEC qui est une loi anti-gaspi, un petit peu essayer de alors, je sais pas, réguler les stocks, puis avoir de surplus. C'est une question que là, vous vous posez ? C'est une question qu'on se pose beaucoup. Nous, on a des fins de série, des produits en déstockage, et on récupère beaucoup de produits chez les clients qui veulent se débarrasser de leurs produits. Donc pour l'instant, les solutions qu'on a trouvées sont la création d'un outlet. On a un magasin à Gonesse qui permet de vendre les outlets et les dons à Emmaüs en particulier. Et puis après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui sont bénés. Et maintenant, il y a une question de logistique. Et moi, c'est la question que je voulais te poser. Comment est-ce que tu gères la logistique ? Nous, on récupère beaucoup de produits chez le client. Mais gérer, on va dire, le contrôle du produit, c'est compliqué. Et ça coûte plus cher, en fait, de le vérifier pour après le revendre. Autre chose. Donc, comment est-ce que vous... Nous, on a deux types de logiques différentes. Donc, il y a la récupération d'un produit où le produit peut être abîmé ou où il nécessite en fait une vérification supplémentaire. Typiquement, si la coudoir du canapé est abîmée ou autre. Et on a la logistique du produit qui est encore emballé et du coup qui est encore neuf. Donc ça, c'est assez simple. On retraite facilement. Soit vous pouvez les mettre directement en revente chez vous, soit vous pouvez les rebalancer directement chez nous. Et pour les produits qui sont abîmés, il y a deux possibilités. Soit on a des partenaires avec qui on travaille qui offrent des solutions de stockage, mais aussi de revalorisation des produits et de vérification que tout est OK, qu'il ne manque pas de vis, etc. Soit vous pouvez vous le faire en interne. On a des formations, on a fait un petit PDF avec une formation pour expliquer à quelqu'un en interne. Ça ne prend pas énormément de temps en réalité. Et puis derrière, en 3 clics, 3 photos, le produit est rebalancé chez nous. Okay.
Bon, j'avais aussi cette question, mais bon, très bien, tu l'as posée. Et c'était dans les deux défis que je m'étais noté. Donc la logistique et aussi, il y a l'histoire de trouver forcément offre et demande quand tu es une marketplace. Et la demande, comment aujourd'hui est-ce que vous allez la trouver? Est-ce que les Français se sont mis en tête d'aller aussi acheter tu vois, de l'ameublement de seconde vie? Tu vois, pour le téléphone, c'est peut-être plus logique, l'électronique, mais... Aujourd'hui, on a 8 Français sur 10 qui se disent prêts à acheter des meubles de seconde vie. Donc c'est quand même énorme. Et on en a beaucoup qui ont déjà même passé le pas. On a cette demande, ce sur quoi on a couru pendant très longtemps, surtout l'offre. Je donne un parallèle assez précis. On se rappelle quand Uber et autres ont lancé les VTC, beaucoup d'applications se sont lancées en même temps. Et ces applications recherchaient des chauffeurs. Elles ne recherchaient pas des personnes qui recherchaient des chauffeurs, mais elles recherchaient des chauffeurs. Nous, c'est le même principe. On a eu pendant 6 mois beaucoup de demandes, mais un manque d'offres. On a dû courir après tous les vendeurs de canapés, tous les vendeurs de mobilier. Et une fois qu'on a eu cette offre sur la plateforme, la demande est arrivée petit à petit. Le bouche à oreille aussi a fait son effet. Et côté acquisition, on est très bien positionné aussi sur Internet, ce qui fait que ça fait un effet boule de neige. Et maintenant, on voit qu'on est drivé par l'offre. Est-ce que chez vous aussi, vous le voyez, maison convertible, est-ce que l'outlet, ça marche? Est-ce qu'il y a vos clients vous ramènent leurs anciens canapés? Nous, on livre 100% de nos clients dans la pièce de leur choix. Donc ça veut dire qu'on va dire qu'il y a un client sur 3 qui nous demande de récupérer leurs produits. Et par rapport à la loi AGEC, on est obligé d'ailleurs de le récupérer, mais c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis de nombreuses années. D'accord. Et chez vous, il y a une équipe maintenant qui est dédiée à tous ces enjeux un peu plus larges de RSE et tout ça? On réalise un bilan carbone, il y a un gros sujet RSE. C'est un sujet qu'on a déjà démarré il y a plusieurs années, et là, il y a une vraie accélération sur ce sujet. D'accord. J'avais une question. Comment vous faites pour gérer les canapés qui sont récupérés, mais quand vous n'êtes pas forcément prévenu? Imaginons que le client, le jour où vous livrez, il vous dit « Ah, finalement, je veux bien que vous récupérez mon canapé », sauf que vous avez chargé votre camion pour X canapé, donc il n'y a pas la place pour celui-là. Donc du coup, il doit prévenir, je suppose, quelque temps en avance. Comment ça fonctionne? Nous, on demande à ce que le client prévienne au moment de la vente qu'il y aura une reprise de canapé. Et le canapé, l'ancien produit, doit être emballé et préparé pour les livreurs. Oui, donc c'est fait bien avant, quoi. C'est vrai. C'est un vrai sujet et c'est pas simple. Quand on a un camion de 8 canapés qui livre toute une tournée dans une journée, c'est un vrai sujet logistique. Et aujourd'hui, c'est surtout des particuliers qui achètent sur la plateforme, ou est-ce qu'il y a quand même aussi maintenant des professionnels? Parce qu'on voit que les entreprises aussi veulent avoir... Aujourd'hui, on a bien sûr 80-90% de particuliers, mais on va avoir 10 à 20% qui sont souvent des coworking, par exemple, qui veulent se meubler de façon un peu plus écologique et responsable, et aussi à plus bas coût. Et du coup, mais ils veulent souvent 300 chaises qui sont identiques, ou 300 tables qui sont identiques. Donc, du coup, on doit trouver l'offre, encore une fois. On y revient. Mais on travaille aussi avec des professionnels, des petits bureaux, des petites choses. On ne va pas encore meubler des immeubles entiers. On n'en est pas encore là. Bon, après, le dépareiller, ça revient aussi à la mode. Exactement. Et est-ce que tu peux lui donner peut-être un conseil pour cet entrepreneur ça fait 2 ans, c'est ça? Ça fait 2 ans, oui. On est cofondateur avec Ismaël Landoulsi. On a fondé ça il y a 2 ans. Mon conseil, ça serait de rester passionné, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te plaît. Moi, c'est ce qui me maintient tous les jours. Et tant que tu es passionné, de toute façon, tu trouves les solutions pour que ça marche. Tu rencontres les bonnes personnes et une porte en ouvre 10. Donc, continue comme ça. De toute façon, sans passion, on n'y arrivera pas. Donc, c'est obligatoire. D'accord. Écoute, merci beaucoup, Adam, d'être venu ici. Et puis, on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors, la Maison Convertible, c'est une entreprise familiale qui est dirigée par ton père. Mais au départ, tu n'avais pas prévu de rejoindre l'entreprise, mais tu voulais plutôt créer la tienne. Tu voulais quoi? Tester, faire un petit brouillon avant de partir se faire du propre? Moi, j'ai un parcours... j'ai grandi dans un milieu entrepreneurial. À 10 ans, j'étais un peu passionné par le code et du coup, j'ai commencé j'ai demandé à ma mère de prendre des cours de code. Puis après, j'ai grandi, du coup, j'ai toujours vu mes parents avoir un magasin. J'étais tous les jours dans le magasin. Puis j'ai fait des études de finance et de mathématiques. J'ai fait un petit peu de finance et ça ne m'a pas plu. Je suis rapidement parti et j'ai fini mes études par un master à l'EM Lyon spécialisé dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que je n'étais pas forcément destiné à rejoindre la société familiale parce que j'avais ce désir de la feuille blanche, on va dire. J'avais envie de me réaliser par moi-même. Mais à la sortie de mes études, j'ai rapidement eu le sentiment qu'il y avait une envie de la société que je les rejoigne. Et moi, j'avais également un vrai désir de rejoindre cette société-là, qui était déjà une belle boîte, mais dans laquelle il y avait un chemin énorme à tracer. Il y avait la trésorerie, des réseaux, des contacts et ma famille.
Et du coup, c'était une grande chance. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité au final. Et je suis content. Ça fait 12 ans que je travaille là-bas et c'est chouette. Alors, tu voulais quand même donc rejoindre cette entreprise, mais tu voulais surtout pas, j'ai lu, te comporter ou en tout cas être vu comme un fils à papa. Ça veut dire quoi, se comporter comme un fils à papa? Dans mon esprit, il y a quelque chose des héritiers, on va dire, qui arrivent dans les sociétés et qui se comportent comme ce qu'ils ne sont pas peut-être ou avant de le devenir. Et moi, quand j'ai rejoint la société, je suis passé par tous les pôles. Déjà, j'ai fait des études et puis après, je suis passé par le pôle administratif. J'ai fait de la comptabilité, du marketing. J'ai beaucoup fait de la force de vente. J'ai fait de la logistique. J'ai fait des tournées de livraison. Et c'était important, d'abord pour moi, pour apprendre de tout voir, mais également pour les salariés, pour des gens qui travaillent avec nous depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, de leur montrer que voilà, on est là pour apprendre, on est là pour évoluer avec eux. Et ça a été réussi. Et cette phase d'apprentissage, elle a duré combien de temps? 2-3 ans. 3 ans. 2-3 ans, c'est ça. Et puis au bout d'un moment, c'est vrai qu'on commence à prendre de la hauteur et ça nous permet de prendre d'autres fonctions. Et alors, il n'y a pas que ton père aussi dans cette PME, il y a aussi alors, ton frère, Ouais. j'ai eu tes cousins. Alors, comment on fait pour ne pas s'entretuer dans ces cas-là? On s'entretue pas. On va dire que les choses vont très vite. Ça veut dire qu'on va très, très rapidement... on va se dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, forcément, ça peut, le ton peut monter. Par contre, on a de la chance d'être dans une société qui est 100% indépendante, qui nous appartient à 100%. On travaille tous dans le même sens, du coup. Et du coup, en fait, au final, on se retrouve et on est quand même... Pour l'instant, ça se passe bien. La société se développe, on est en croissance, donc tout se passe bien. Et puis, honnêtement, ça fait 12 ans que je travaille avec mon père, avec mon frère, avec mes cousins. Je suis quand même très chanceux. Je me considère comme chanceux. Alors, ton père dit qu'un de ses défis, ça a été justement d'apprendre à gérer tous les égos. Ils sont tous très ambitieux, ils ont envie, ils ont besoin d'exister. Il a dit, est-ce que tu crois qu'il faut avoir de l'ego pour être patron? Oh. Quand même. Alors, qu'est-ce que l'ego? Ouais. C'est une bonne question. Moi, j'ai une nouvelle devise, c'est « Ego is the enemy ». Donc, je pense qu'il faut détruire l'ego, mais évidemment qu'il faut prendre... En tout cas, il faut avoir confiance en soi, il faut se construire soi-même et il faut avoir des convictions. Parce qu'on ne peut pas constamment être dans le doute. La remise en question est extrêmement importante, mais il faut aussi savoir prendre des décisions. Et là, tu dis que ça fait 12 ans que vous faites ça. Ça a mis combien de temps pour que toute la machine, entre je disais ton frère, tes cousins, ton père, tout ça, ça se mette bien en place? Ça a été assez rapide finalement? Eux sont arrivés avant moi. Donc moi, j'étais le 4e à rejoindre la société. Et la société a été fondée en 1980. Oui. Donc les choses se sont faites assez naturellement. Et puis aujourd'hui, on s'est réparti les tâches de manière assez naturelle en fonction de nos convictions, de nos compétences et de nos envies. Ça s'est fait assez naturellement. Il y a certaines fonctions parfois qui ont pu passer d'une personne à une autre. Ça se passe assez bien. D'accord. Et toi, tu n'as pas pris la finance, puisque tu as dit que tu n'aimais pas trop? Non, c'est la finance de marché que j'ai fui, mais par rapport à mes études, j'ai quand même pris la finance, le marketing et la logistique. Okay. Mon frère est plus surtout le développement commercial et mes cousins sont davantage sur les achats. Et alors, quand tu es arrivé en 2012, ça a été quoi peut-être un des premiers chantiers, une des premières choses, une action que tu as faite? Déjà, de m'intégrer, apprendre à vendre, apprendre les produits, apprendre la société. Puis après, c'est vrai que j'ai un engagement technologique. J'ai un côté geek et j'avais très à cœur de digitaliser la société. C'était déjà le cas parce que dès les années 2000, on avait déjà un site internet. Mon père était déjà précurseur là-dessus. Mais voilà, ça me tenait à cœur de mettre des outils, des CRM, de mettre à jour le site internet qui aujourd'hui on a un site internet qui est très puissant, de donner des outils aux vendeurs pour les aider à vendre, de mettre en place une solution de réalité augmentée pour que les clients puissent se projeter et visualiser leurs produits depuis leur smartphone, depuis chez eux. Je pense qu'il y avait un engagement technologique de ma part et ça a plutôt bien fonctionné. Alors, entre ton arrivée aujourd'hui, donc la maison convertible, elle est passée plutôt d'une PME, c'était d'une 30aine de salariés, aujourd'hui une centaine, et 50 magasins. Ça a été quoi, tu penses, le point d'inflexion, le moment où tout a commencé un peu à s'accélérer, en fait? Ça a été lorsqu'on a eu le désir de se développer. Ça, c'est important. Le désir, l'ambition. Déjà, ça a été passionnant, le passage de 30 salariés de 30 salariés à 100 salariés. D'une boîte, on va dire, à structure humaine à une boîte un peu plus grande. Une société où on connaît tout le monde, du stagiaire à l'alternant, à une boîte où on connaît un peu moins les personnes, où il y a des niveaux de hiérarchie, des N-3, des N-2, des N-1, bien qu'on essaye de ne pas avoir trop de niveaux de hiérarchie. C'était assez passionnant de mettre en place des process. On y est arrivé. Et
Et puis il y a une devise que j'aime bien aussi qui est ensemble on va plus loin, enfin tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est vrai que c'est le résultat de ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis non, et pour répondre à votre question, le Covid a été un sacré accélérateur. Ouais. Depuis 2017-2018, on avait un souhait de se développer. Et à partir du Covid, on a mis les bouchées doubles pour ouvrir des magasins partout en France, pour développer notre deuxième enseigne qui est dédiée à la literie. Et d'ailleurs, le Covid, comment est-ce que vous avez réagi le jour où, comme tout le monde, on a appris que voilà, on allait être chez nous? Comme tout le monde. Et puis nous, on fait 90% de notre chiffre en magasin, donc on s'est dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Donc du jour au lendemain, 0 € de chiffre d'affaires. On panique. Est-ce qu'on doit livrer les clients? Parce qu'au début, on ne savait pas. Est-ce que les livreurs, si jamais ils ont le Covid, qu'est-ce qui va se passer? Qui livre des clients? Est-ce que c'est dangereux? Donc on a un petit peu paniqué, on a attendu, on a patienté. La chance qu'on avait, c'est qu'on était prêt sur le digital et qu'on avait déjà un site qui était assez puissant. Ce qui fait que rapidement, on a pu réouvrir la vente en ligne par téléphone. Et ça a été un sacré succès parce que très rapidement, la vente en ligne a progressé de 250%. Ça a cartonné. Et puis voilà, quand on a pu réouvrir les magasins, les périodes de déconfinement ont été assez bonnes pour nous. Les gens passant beaucoup de temps chez eux pendant le Covid, à la sortie, ils en avaient marre de leur mobilier, ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de changer leur canapé ou leur matelas. D'accord. Et alors, tu parlais aussi de la marque Lely qui a été lancée, c'était en 2011, un petit peu avant que tu arrives. C'était quoi en fait? C'est relancer une marque de zéro ou pas? Parce que ça n'a pas du tout le même nom, c'est deux marques à part. Comment ça a été fait? En 2011-2012, on avait le souhait de créer un deuxième pied, de se diversifier, d'avoir vraiment une marque dans le secteur, on va dire, historique du meuble, la literie. Et donc au début, on a essayé de lier la marque de literie avec la marque de canapé. Ouais. C'était pas évident, c'était pas le même marché. Du coup, on a décidé de créer une seconde marque complètement indépendante. C'est le même groupe, c'est le même logo, mais c'est deux demandes différentes. D'un côté, on a le canapé qui est dans le gain de place, le canapé convertible. Et de l'autre côté, on a plutôt le domaine du rêve, du confort avec la literie haut de gamme. D'accord. Aujourd'hui, on a 10 magasins de literie. Et c'est une marque qui se développe. C'est deux équipes à chaque fois différentes ou, par exemple, voilà, les commerciaux vendent les deux On a des magasins qui sont dissociés. Et depuis 2 ans, on a essayé le fait de lier un magasin, un même lieu, avec 2 magasins à l'intérieur. Un magasin qui est dédié au canapé, un magasin qui est dédié à la literie. Ce qui était important pour nous, c'est que l'offre de produits soit suffisamment importante dans ces lieux-là, et que les commerciaux soient absolument formés aux deux produits. Ce qu'on a réussi à faire dans quelques lieux, et pour l'instant, ça fonctionne bien. On va dire que ce sont des premiers tests qui fonctionnent bien. Et globalement, mais comment est-ce qu'on fait là pour recruter des commerciaux dans ta branche, et puis après aussi pour les garder? Eh bien, déjà, on a beaucoup de commerciaux qui sont chez nous depuis de nombreuses années. Et on en est assez fiers. Après, on passe par des cabinets de recrutement. Le marché du meuble aussi est un petit monde. Du coup, il y a des commerciaux qui passent d'un magasin à l'autre. Ce qui est important, c'est la formation. Et nous, on met beaucoup d'accent là-dessus. Chaque commercial qui rentre chez nous est formé pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois par un commercial qui est là depuis longtemps. D'abord pour apprendre les produits, pour apprendre nos méthodes de vente, pour apprendre qui on est, comment est-ce que la maison convertible se présente par rapport à ses clients. La satisfaction du client est essentielle chez nous, le respect du client. Donc il y a aussi ces choses-là qu'on essaye de transmettre à nos nouveaux commerciaux. Et jusqu'à présent, c'est vrai que ça se passe bien et voilà, on a de la chance que les gens restent assez longtemps chez nous. Et plus globalement, c'est quoi un peu ton style de management dans l'entreprise? Si tu manages, parce que vous êtes plusieurs. Je manage et je manage de plus en plus. Ça serait plutôt un style participatif. Je crois beaucoup à la confiance. Donc j'ai envie de faire confiance et il faut que la confiance soit réciproque. Ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Et puis honnêtement, je continue à faire des formations de management régulièrement. Je me souviens d'un professeur qui m'avait dit que le management, ça ne peut pas s'apprendre du jour au lendemain. On ne peut pas devenir boulanger du jour au lendemain sans passer par des études, ce qui est logique, mais le management, malgré les idées conçues, en fait, c'est quelque chose qui s'apprend. Ouais, on n'est pas fait pour ça, quoi, à la base. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins faits pour ça, qui ont plus ou moins d'aptitudes. Mais n'empêche qu'il y a des méthodes, il y a des techniques, et ça s'apprend. Et aussi, tu as des coachs ou pas en ce moment? Ça, c'est des choses qu'on voit fleurir partout, là. J'ai eu des coachs par le passé, pendant quelques mois. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Aujourd'hui, j'ai personne. C'est vrai.
Et alors en 2020, là aussi, je voulais évoquer, comme on avance dans le temps, vous avez aussi ouvert une boutique, c'était avenue Victor Hugo à Paris, et avec de nombreux outils immersifs, plein de dispositifs variés. Est-ce que ça, c'est aussi pour... c'est quoi la raison derrière? C'est pour montrer qu'on n'est pas trop ringard? C'est pour quoi? C'est pour dire que, en fait, finalement, c'est compliqué aujourd'hui les magasins, ça attire plus? C'était quoi l'idée? L'idée, c'est améliorer l'expérience du client. Donc nous, déjà, on est dans l'omnicanalité. Il faut que l'expérience du client soit parfaite, de bout en bout, avant, pendant et après l'achat, que ce soit en ligne, au téléphone, sur le chat ou en magasin. Ça, c'était essentiel. Après, digitaliser les magasins en 2020 comme en 2024, ça me semblait extrêmement important. Nous, on a des produits, par exemple, qui sont personnalisables. Tous nos produits peuvent être personnalisés dans 500 coloris au choix de la personne. Bien sûr qu'en magasin, on ne peut pas avoir les 500 coloris. Donc, on a mis au point un configurateur 3D en magasin qui permet aux gens de choisir le produit de leur choix et de le configurer en rose, en violet, en tissu, en cuir, dans son choix. Et voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que l'expérience, que le client qui passe chez nous ait la meilleure expérience possible, qu'il sorte de là le plus satisfait et qu'il se passe quelque chose de différent par rapport à ces autres expériences. Ça passe par tous les sens, ça passe aussi par l'odeur, par le son, par le toucher. Donc c'est vrai qu'on a un site internet qui génère beaucoup de trafic. On fait 10% de notre chiffre en vente en ligne, mais notre métier principal est quand même de faire venir les gens en magasin parce qu'on vend des canapés dont le panier moyen est à 2 000 €. Et on pense que les gens doivent venir, essayer, toucher, ressentir. Un canapé, c'est pas un achat anodin. J'imagine dès qu'il y a une nouvelle technologie qui sort, tu t'en empares et tu essaies de voir, c'est toi qui impulse tout ça dans la boîte. Je ne suis pas le seul, mais j'aime bien ça. Là, par exemple, on a lancé quelque chose sur l'intelligence artificielle. Évidemment. Évidemment, on a lancé un chat conversationnel sur le site internet qui permet aux internautes de chatter avec quelqu'un, donc avec l'IA, pour essayer de l'aiguiller à approfondir sa demande. Il va dire, je cherche un canapé convertible bleu. Le chat va lui répondre en disant, ah, tu cherches un canapé convertible bleu, voilà, tu as ça, 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 ça. Et puis, au bout de 2-3 questions, il va lui proposer un rendez-vous au magasin ou un coup de fil avec un vendeur, une fois que sa demande sera précisée. Toujours avec quelqu'un. Ouais. Ton père a dit, je comprends toujours pas comment on a réussi ce pari en partant de rien. Est-ce que toi, tu comprends pourquoi vous avez réussi? Je pense que je pense qu'ils avaient vraiment, c'est eux, hein, mais ils avaient l'amour du produit, de la chose bien faite et le respect du client. Et si on réunit ça plus la passion, ça veut dire que honnêtement, j'ai vu mon père et ma mère travailler des heures et des heures sur ce projet. Ça a fonctionné et malgré tous les obstacles qu'ils ont rencontrés, ils ont su toujours aller de l'avant. Et dans une interview que j'ai lue que tu as donnée cette fois, il n'y a pas que ton père qui donne des interviews, tu donnais le conseil justement de ne pas garder, donc là, tu parlais de passion, c'est important, mais tu disais ne pas garder la passion, mais surtout garder le plaisir. Pourquoi c'est quoi cette différence? La passion, ça peut avoir un côté péjoratif. Ça peut avoir un côté... la passion, ça peut être le feu, ça peut être l'embrassement, et du coup, des choses complètement déraisonnées. Moi, la société telle qu'on la mène, c'est plutôt une société ambitieuse, mais menée avec de la prudence. Et c'est en ça que je préfère dire attention à la passion. Il ne s'agit pas de se lancer dans n'importe quel projet, coûte que coûte. Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait, mais garder les pieds sur terre et être prudent. Il y a des projets comme ça que vous avez lancés et ça n'a pas marché. Parce qu'on parle toujours de ce qui a marché, mais... On a racheté une société en 2016 qui était un vendeur de mobilier e-commerçant et qui vendait des produits entrée de gamme, donc des canapés, disons, dans un panier moyen beaucoup plus faible que celui qu'on vend. Et ça a été un sacré challenge parce qu'il a fallu intégrer toute l'équipe chez nous, plus apprendre un nouveau métier, c'est-à-dire vendre des produits et livrer des produits à un panier moyen beaucoup plus faible. L'intégration de l'équipe s'est plutôt bien passée, parce qu'au final, il y en a encore pas mal qui sont chez nous, mais par contre, le business model était trop différent et on s'est rendu compte que ce n'était pas viable par rapport à nos ambitions. À un moment, on a dû faire un choix et on a préféré arrêter cette histoire-là. D'accord. Et c'était une bonne décision, c'était une super expérience. Moi, je ne regrette pas du tout parce que j'ai appris plein de choses et on a rencontré des super personnes, mais aujourd'hui, on est content d'avoir le lit et la maison convertible. On ne peut pas tout faire. Voilà, pour l'instant, j'imagine. Puisque c'est ce qu'on se disait avant l'émission, on va dire, ça s'appelait la maison du convertible. Donc je suis obligée de te reposer la question là. Pourquoi vous avez enlevé ce du?
une question de philosophie. C'est-à-dire on est leader du canapé convertible en France. Et c'est un produit qu'on a démocratisé. On travaille beaucoup avec des designers qui nous permettent de vendre des produits qui sont extrêmement beaux, aussi beaux que des canapés fixes, qui sont très confortables. Mais on ne veut pas se limiter à cette vision-là. Et on veut être le spécialiste du mobilier intelligent et vendre plein de produits gain de place, des produits fonctionnels, comme des tables relevables, des armoires qui deviennent des lits. Du coup, c'était important pour nous de faire ce changement qui n'est pas énorme, parce que la maison du convertible à la maison convertible, c'est que deux lettres en moins. Mais c'est important pour nous. Oui, en termes de référencement sur Internet, ça va. C'est plus dans la façon dont on le dit. Une question aussi qu'on pose à la fois aux femmes et aux hommes, je précise toujours aux hommes, mais comment est-ce que tu gères, toi, ton équilibre vie pro, vie perso? Parce que c'est vrai, quand on reçoit des dirigeants, vous travaillez évidemment beaucoup, et c'est toujours un petit peu la question qu'on se pose. Comment vous faites? On est rarement complètement détaché de la société. C'est ça. Moi, j'ai appris depuis quelques temps, et je pense que le Covid a aussi changé pas mal de vision, de manière de penser, et le Covid m'a appris que c'est important aussi à un moment de déconnecter et d'avoir des moments off. Et du coup, je m'offre quelques moments complètement off. L'année dernière, j'ai eu la possibilité de partir quelques jours dans un pays assez lointain, et j'ai décidé de complètement me déconnecter. Et alors, c'était pas facile, c'est la première fois que je le faisais, mais en fait, quand je suis revenu, c'était génial parce que j'avais une énergie absolument énorme en moi, une ambition, et j'avais surtout des idées neuves. Donc, c'était plutôt une bonne chose. Et puis voilà. Et puis d'un point de vue personnel, c'est vrai que j'essaye moi de me développer sur des secteurs comme l'écriture, comme la musique. J'essaye de développer aussi des compétences personnelles. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, et on va pouvoir passer à la séquence, donc l'interview chrono. Alors, tu as combien de canapés chez toi? J'ai un canapé chez moi dans mon salon. C'est le même depuis pas mal d'années et je l'aime beaucoup, il est très confortable. Si tu pouvais travailler avec un autre membre de ta famille, ça serait lequel? Avec ma mère. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française qui t'inspire, une femme inspirante? Pauline Léniaud. La fondatrice de Gemio, c'est une marque de joaillerie française, made in France. Est-ce qu'il y a une marque d'ameublement que tu trouves impressionnante, que tu admires en dehors de la maison convertible, que ce soit en France ou à l'international? Il y a des très belles boîtes. Roche-Beaubois fait de l'excellent travail. Ikea est un succès story incroyable. Très Des bien. boîtes comme Leroy Merlin font très bien leur... Enfin, c'est pas exactement dans l'ameublement, mais c'est très... L'application que tu utilises le plus? Malheureusement, X, anciennement Twitter. Twitter. Une fois qu'on est accro, c'est difficile de le décrocher. Il faut juste pas trop lire les commentaires. Tes dernières vacances? Et du coup, le pays où je suis parti, c'était l'Inde. Et c'était extraordinaire. C'est un pays peuplé avec 1,5 milliard de personnes qui ont leur propre culture, leurs propres problèmes, leur propre économie, leurs propres avantages. Et puis j'ai adoré les Indiens, c'était superbe. ChatGPT, émerveillé ou apeuré? Plutôt émerveillé. Ça dépend ce qu'on en fait, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais je pense que ça peut vraiment aider, ça peut nous aider à être meilleurs, à nous perfectionner. J'espère qu'on saura l'utiliser de la bonne des manières. Et le dernier livre que tu as lu? L'autobiographie de Matthew McConaughey, qui s'appelle Greenlight. Et il raconte toute sa vie. Il a une vie assez spectaculaire, une vie pleine d'aventures, de courage. Il a fait énormément de choses. Et en fait, ça s'appelle Greenlight. Du coup, il raconte comment est-ce qu'il a pu, au fil de sa vie, prendre les feux verts, choisir prendre les bonnes directions et éviter les feux rouges qui l'ont mené du coup au succès. Super bouquin que je vous conseille. Merci beaucoup pour cette recommandation et merci d'être venu sur le plateau de Smart Boss. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Au revoir.